La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas et Didier Deschamps a désormais dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour tenter d'aller chercher une troisième étoile avec l'équipe de France. Donc aujourd'hui, on va passer en revue chacun des bleus présents dans cette liste, mais avec une anecdote sur chaque joueur. Alors on commence tout de suite avec le premier bleu sélectionné. Brice Samba aurait très bien pu ne jamais jouer pour l'équipe de France, parce qu'à partir de 2014 et pendant plusieurs années, il apparaissait dans la liste du Congo. Et ce n'était pas un hasard. Son père, qui s'appelait lui aussi Brice Samba, était également gardien de but et a défendu les cages du Congo pendant près de 10 ans. Brice Samba Junior, lui, n'a jamais répondu favorablement aux convocations congolaises, affichant son souhait de jouer pour la France, et Didier Deschamps le convoquera pour la première fois en 2023. Et le plus drôle, c'est que son père ne voulait même pas que son fils devienne gardien. Il considérait ce poste comme trop ingrat. Avant de devenir footballeur, Malo Gusto jouait au rugby. Le défenseur de Chelsea, né à Décines-Charpieu dans la banlieue lyonnaise, a finalement choisi le football très jeune, et il possède une anecdote assez drôle sur son enfance. Quand il participait à des tournois étant petit, beaucoup de personnes le prenaient pour une fille. À l'époque, Malo Gusto avait les cheveux très longs, et certains parents allaient même voir ses entraîneurs en disant « Votre fille est vraiment forte ». Une situation qui le rendait complètement fou. Résultat, il a fini par se couper les cheveux et le problème a disparu. Lucas Digne est aujourd'hui le joueur présent en équipe de France depuis le plus longtemps parmi les Bleus encore sélectionnés. Le latéral gauche a connu sa première sélection avec les A en 2014 et faisait déjà partie du groupe pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Mais avant ça, il avait déjà remporté une Coupe du Monde avec la France, celle des moins de 20 ans en 2013, dans une génération remplie de talents avec Paul Pogba, Kurt Zouma, Alphonse Areola ou encore Florian Thauvin. Une génération qui reste encore aujourd'hui la seule équipe française championne du monde U20 de l'histoire et dont Lucas Digne est le dernier représentant sélectionné. Pour devenir meilleur sur un terrain de football, Dayot Upamecano a travaillé avec un chanteur d'opéra. Le défenseur du Bayern Munich voulait améliorer sa voix pour mieux diriger sa défense pendant les matchs, parce qu'à son poste, communiquer en permanence est essentiel. Le problème, c'est qu'après certaines rencontres, Upamecano terminait complètement enroué. Il a donc commencé des exercices avec un professionnel de l'opéra pour apprendre à projeter sa voix pendant 90 minutes. Et ce qui rend l'histoire encore plus forte, c'est que le défenseur avait aussi expliqué avoir souffert de bégaiement quand il était plus jeune. Un problème qui lui avait valu beaucoup de moqueries à l'école. Jules Koundé a grandi en Gironde et aurait pu rejoindre un autre centre de formation que Bordeaux, celui de Sochaux. Le défenseur français avait passé un essai là-bas quand il était adolescent, et le plus fou, c'est qu'il aurait été recalé à cause d'une sieste. Pour rejoindre Sochaux, Koundé avait passé près de 10 heures de route avec un recruteur, sauf qu'il avait dormi quasiment tout le trajet. Le test sportif se passe plutôt correctement, mais quelques temps plus tard, son entraîneur lui révèle que le recruteur avait trouvé ça irrespectueux qu'il dorme pendant le voyage. Résultat, Sochaux ne l'avait pas gardé. Avant de devenir défenseur en première ligue puis international français, Maxence Lacroix voulait devenir vétérinaire. Le joueur de Crystal Palace a grandi dans un tout petit village de Dordogne, entouré d'animaux, d'agriculteurs et de fermiers. Il explique d'ailleurs que le fait d'avoir grandi à la campagne lui a donné une énorme affection pour les animaux, au point que, plus jeune, il se voyait beaucoup plus travailler avec eux que devenir footballeur professionnel. Cette histoire est devenue assez connue aujourd'hui, mais elle reste toujours aussi folle quand on connaît les détails. Avant de jouer ensemble en équipe de France, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont grandi dans le même quartier à Évreux. Les deux étaient voisins, allaient dans la même école, jouaient ensemble au City Stade et dans le même club, l'Évreux FC. Et leur confrontation commençait déjà très tôt dans la cour de récréation. Dembélé était le capitaine des CM2 pendant qu'Upamecano dirigeait les CM1. Une sorte de classico de cours de récréation, bien avant qu'ils ne se retrouvent ensemble en équipe de France, puis au plus haut niveau européen. Et l'histoire est allée encore plus loin récemment. Lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, plusieurs enfants des quartiers d'Évreux avaient même été invités au match pour voir jouer les deux anciens du coin. Avant de faire des combats de boxe avec Valverde au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni avait une particularité assez inattendue. Il jouait attaquant. Le natif de Rouen a évolué à ce poste pendant une grande partie de sa jeunesse, avant de reculer progressivement sur le terrain. Vers 15 ans, il jouait encore numéro 10, et ce n'est qu'à partir des U18 qu'il devient réellement milieu relayeur, le poste auquel tout le monde l'associe aujourd'hui.
Marcus Thuram possède l'un des noms les plus connus du football français, parce qu'il est évidemment le fils de Lilian Thuram et le frère de Khéphren Thuram. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que son prénom possède lui aussi une vraie signification. Lilian Thuram, très engagé contre le racisme, a choisi le prénom Marcus en hommage à Marcus Garvey, un militant politique jamaïcain devenu une figure importante de la lutte noire au XXe siècle. Et la famille Thuram ne s'arrête pas là. Avant Marcus et Khéphren, un autre Thuram avait déjà joué au haut niveau. Leur cousin, Yohan Thuram, passé notamment par Troyes et formé à Monaco. Il existe même une autre anecdote assez folle autour de Marcus. En équipe de France, il a joué avec Steve Mandanda, qui avait lui-même joué avec son père Lilian Thuram chez les Bleus en 2008. Quand Mbappé était enfant, il a fait 2 ans de flûte traversière. Ses parents ne voulaient pas qu'il fasse que du foot et l'ont inscrit au conservatoire de Bondy. Résultat, sa prof dira qu'il était normal. Pas mauvais, mais clairement pas exceptionnel. Et quand il est revenu à Bondy après la Coupe du Monde 2018, la mairie lui a même offert une flûte traversière. Michael Olise est né à Londres et a grandi en Angleterre. Son père est nigérian et sa mère franco-algérienne. Ce parcours lui donne une particularité assez unique chez les Bleus. Olise est le seul joueur de l'effectif à n'avoir jamais vécu en France. Toute sa vie et toute sa formation se sont faites en Angleterre. Et avec Théo Hernandez, ce sont aussi les 2 seuls joueurs de l'équipe de France à n'avoir jamais joué dans un club français. Jean-Philippe Mateta a connu sa première sélection avec l'équipe de France en octobre 2025. Et en jouant face à l'Azerbaïdjan, il est devenu l'attaquant novice le plus âgé en équipe de France depuis Steve Savidan en 2008, qui était alors âgé de 30 ans et 143 jours. D'ailleurs, à 28 ans, Mateta est devenu, sous l'ère Deschamps, le 7e joueur le plus âgé à faire ses premiers pas chez les Bleus, derrière Jonathan Klaus, Benoît Costil, Brice Samba, Steven Zonzi, Christophe Jallet et Jordan Verretou. N'Golo Kanté a failli devenir comptable. Avant d'exploser au plus haut niveau, le milieu français n'était même pas sûr de réussir dans le football. À l'époque où il jouait encore à Boulogne, dans les divisions inférieures françaises, Kanté avait donc commencé des études de comptabilité pour avoir un plan de secours. Et selon ses proches, il aimait vraiment ça. Adrien Rabiot possède une particularité assez étrange dans sa carrière. Ses histoires avec ses clubs se terminent presque toujours de manière tendue. Au PSG d'abord, en 2019, après avoir refusé de prolonger son contrat, le milieu français est progressivement mis à l'écart par le club parisien avant son départ libre. Puis à la Juventus, malgré plusieurs très bonnes saisons en Italie, les 2 parties ne trouvent finalement pas d'accord financier pour continuer l'aventure en 2024. Et même à Marseille, son passage se termine aussi dans les tensions. Lors du premier match de la saison 2025-2026 contre Rennes, une altercation avec Jonathan Rowe éclate avant son départ du club. Aujourd'hui, Ibrahima Konaté est considéré comme l'un des défenseurs les plus physiques d'Europe. Mais quand il était enfant, il détestait presque le football. Le Français a lui-même expliqué qu'il n'est vraiment tombé amoureux de ce sport qu'autour de ses 11 ans, notamment grâce à son frère. Au début de la saison 2025-2026, Mike Maignan s'est vu attribuer le brassard de capitaine de l'AC Milan. Et en Italie, c'était un véritable événement, parce que Maignan est devenu le premier capitaine non italien du club depuis 1961. Et d'ailleurs, le gardien français possède lui aussi une place assez rare dans l'histoire des Bleus. Né à Cayenne, en Guyane française, Maignan est seulement le 4e Guyanais sélectionné en équipe de France après Raoul Diagne, Bernard Lama et Florent Malouda. William Saliba est né à Bondy, comme Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Et surtout, il possède un lien assez incroyable avec la famille Mbappé. Saliba a été entraîné par le père de Kylian, Wilfried Mbappé. À l'époque, les 2 futurs internationaux français se connaissaient déjà très bien et jouaient régulièrement ensemble dans les équipes de jeunes de Bondy. En avril 2026, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool, Warren Zaïre-Emery a battu un record complètement fou. À seulement 20 ans et 31 jours, le milieu parisien est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 40 matchs disputés en Ligue des Champions. Il a battu le précédent record de Jude Bellingham qui avait atteint ce cap à 21 ans et 164 jours. Et ce qui rend la statistique encore plus absurde, c'est que Zaïre-Emery a déjà joué plus de matchs de Ligue des Champions que certains internationaux français comme N'Golo Kanté ou Corentin Tolisso sur l'ensemble de leur carrière. Théo Hernandez possède un parcours assez particulier pour un international français. Même s'il est né à Marseille, il a quasiment grandi toute sa vie en Espagne, à Madrid, et son enfance a été très compliquée.
Quand Théo et son frère Lucas étaient encore enfants, leur père, l'ancien footballeur Jean-François Hernandez, a quitté la famille du jour au lendemain. Leur mère s'est alors retrouvée seule avec les deux garçons dans un pays qu'elle ne connaissait presque pas, avec d'importantes difficultés financières. À un moment, des huissiers viennent même saisir leur maison en Espagne. Mais malgré ça, leur mère continue de tout sacrifier pour emmener ses fils aux entraînements et poursuivre leur rêve de football. Quelques années plus tard, Lucas et Théo deviennent finalement deux des meilleurs défenseurs français de leur génération. Leur père, lui, ne donnera plus jamais aucun signe de vie ou nouvelle à la famille. La famille de Désiré Doué baigne littéralement dans le foot. On connaît déjà bien son frère Guéla Doué, international ivoirien et joueur de Strasbourg. Mais en réalité, il n'y a pas que lui. Trois autres cousins sont aussi présents au plus haut niveau. Yann Boho, qui joue lui aussi en Ligue 1 du côté de Toulouse. Eddy Doué, formé au PSG et qui joue actuellement en D1 portugaise. Et enfin, Marc-Olivier Doué, qui évolue en Espagne. Mais le plus fou reste peut-être son oncle, Nouman Diez Désiré Doué. Ancien arbitre international, il est devenu le premier arbitre ivoirien à diriger un match de Coupe du Monde lors du Mondial 2014. Et avant ça, il était déjà quatrième arbitre lors de la fameuse finale de la Coupe du Monde U20 remportée par la France en 2013. En remportant tous les trophées possibles avec le PSG en 2025, à l'exception de la Coupe du Monde des clubs, Lucas Hernandez a réalisé quelque chose d'unique dans l'histoire du football. Le défenseur français est devenu le premier joueur à réussir un sextuplé avec deux clubs différents. Une première fois avec le Bayern en 2020, puis une seconde avec le PSG en 2025. Si Bradley Barcola porte le numéro 29 au PSG, c'est à cause du jeu FIFA. Le Français a expliqué que plus jeune, il jouait énormément au mode histoire avec Alex Hunter, le personnage principal du jeu. Et dans ce mode de carrière, le numéro 29 était devenu symbolique pour lui. Et c'est pourquoi il l'a choisi quand il est arrivé au PSG. Robert Isser, appelé récemment en équipe de France à la place notamment de Lucas Chevalier, était au départ destiné à une toute autre vie. Le gardien lensois vient d'une famille de viticulteurs en Alsace, dans un village entouré de vignes où quasiment toute sa famille travaillait dans le vin, ses deux parents et son petit frère Virgile. Ses proches l'imaginaient donc naturellement suivre cette voie, sauf que lui ne s'y intéressait pas du tout. Quand il était enfant, il se voyait même plutôt devenir pompier. Mais il développera finalement une énorme passion pour le football, jusqu'à devenir le gardien le plus jeune appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Cherki détient un record particulier. Il est le plus jeune joueur à avoir joué une demi-finale de Ligue des Champions, à seulement 17 ans et 2 jours, avec l'OL contre le Bayern en 2020. Avant de rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco, Marnès Akliouche jouait à l'US Torcy, et ce club possède une statistique assez folle avec l'équipe de France. Depuis 2014, l'US Torcy, club dont l'équipe senior joue en Régional 1, a toujours eu au moins un ancien joueur passé dans leur équipe jeune, sélectionné avec les Bleus pour la Coupe du Monde. En 2014-2018, c'était Paul Pogba, en 2022, Randal Kolo Muani qui a passé plusieurs années, et pour 2026, c'est donc Marnès Akliouche qui perpétue la série. Avant de rejoindre l'équipe de France après son énorme tournoi au JO 2024 avec les Bleus, Manu Koné a bien failli voir sa carrière s'arrêter très tôt. Formé entre la région parisienne et Toulouse, le milieu de terrain se fracture gravement le tibia à seulement 15 ans, peu après son arrivée dans le sud. La blessure est tellement sérieuse qu'il se retrouve en fauteuil roulant pendant plusieurs mois, et à ce moment-là, Koné pense même qu'il ne rejouera peut-être plus jamais au football. Mais quelques mois plus tard, il revient finalement plus fort, devient titulaire chez les jeunes à Toulouse, puis professionnel à seulement 18 ans. Voilà, on a fait le tour pour cette vidéo bonus des joueurs sélectionnés avec l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026. Dis-moi en commentaire l'anecdote qui t'a le plus marqué. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce. À partir du mois de juin, on va se mettre en mode Coupe du Monde et de nombreuses vidéos autour de l'histoire du mondial vont sortir, que ce soit concernant des éditions mythiques, des finales de légende, mais aussi de l'organisation et de l'économie derrière la compétition. Donc, si tout ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Et en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao!